Bonjour à tous. Donc, je voulais remercier Jean-Claude Cormier parce que c'est lui qui m'a invité. Et depuis la Savoie, je suis ravi de venir à Paris. C'est pas très souvent que je viens à Paris. Donc, un bonjour de Savoie. Voilà, Jean-Claude. Oui. Donc, c'est lui qui a mis drastique. Drastique, ça veut dire d'une manière forte, efficace et qui change le comportement de celui qui va utiliser l'outil que nous proposons. Alors, effectivement, j'ai créé Sodeva il y a déjà une vingtaine d'années et nous sommes spécialisés dans l'utilisation des ultrasons de puissance. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un ultrason de puissance, mais vous verrez dans le slide que vous recevrez ensuite, puisque la présentation est envoyée, que nous avons une manière d'adapter le couteau au fromage, mais aussi à des tas d'autres produits. On fabrique des machines pour découper des bouchons de vaccins pour le Covid, pour vous donner une idée de ce qu'on fait, à très haute cadence pour des grands laboratoires. Donc, les Canadiens nous disent, appellent une machine de découpe un couteau. Un couteau à ultrasons. C'est frappant parce que c'est le couteau qui fait la machine. C'est le moteur qui fait la voiture. Maintenant, c'est le moteur électrique, bien sûr, les voitures, mais vous voyez que le couteau a une importance. Donc, vous aurez un développement sur les ultrasons qui est un peu technique, mais bon, si vous avez besoin de compléments d'information, vous pourrez nous appeler. Alors, maintenant, pour vous donner le schéma. Quand nous recevons des fromages, ces fromages sont tous différents et ce sont des éléments finis. Donc, je vous ai concocté une définition. Un fromage, qu'est-ce que c'est? C'est un volume, d'accord, et une densité, parce qu'il y a un poids. Et cette densité est homogène ou variable. Pourquoi? Parce que homogène, ça veut dire que vous n'avez pas d'ouverture à l'intérieur, et variable, vous avez des trous. Et donc, l'outil sera de toute façon différent. Ensuite, quand on a un fromage qui est un élément fini, on se doute bien que quand on va le découper en isovolumes identiques, vous avez un reste. C'est ça qu'il faut réduire. Et c'est ça qu'il faut maîtriser. Donc, les caractéristiques de réemploi du reste, il faut que quand j'arrive dans une fromagerie ou quand je reçois un cahier des charges, on me dise qu'est-ce qu'on fait du reste. Quelle est l'importance de la valorisation du reste? Et vous avez tous une idée, vous avez tous vu que qu'est-ce qu'on fait du bout de fromage de 50 grammes qui reste là, voilà. Donc, nous, notre métier, c'est un peu ça. Alors, quand je parle d'insuffisance de poids marginal pour réaliser une portion vendable, ça veut dire que quand vous divisez un poids total par le poids objectif, qui varie, ça peut être 200 grammes, ça peut être 1 kilo, ça peut être plusieurs kilos, eh bien, ce reste, notre métier à nous, c'est d'essayer de le valoriser au maximum. Et ça peut représenter, c'est ce qu'on me posait comme question, ça peut représenter 10% du volume annuel, voire plus. Alors, si je posais la question, qui connaît le volume qu'il économise ou le volume qu'il perd à la découpe? Voilà, ça c'est une question que je pose souvent. Et la réponse, c'est souvent, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Et oui, parce que vous allez voir, les critères, ils sont quand même compliqués. Alors bon, il y a des entreprises, des grands groupes qui le font, mais bon. Alors, je voulais vous donner 2 éléments qui sont limitants dans notre métier. Ce sont les zones d'ombre quand on va scanner. Une caméra ne voit pas tout. Et quand elle ne voit pas, c'est du volume. Et vous avez une limite de précision puisque vous avez des découpes qui sont forcément des couteaux droits. Ce n'est pas du jet d'eau, c'est du couteau droit. Donc, vous avez une limite géométrique. Alors, vous avez 2 cas de figure. Quand vous fabriquez du fromage, vous avez 2 types de ventes. Vous avez l'objectif qui est atteignable d'avoir 0 perte, si j'ose dire, c'est quand vous vendez du fromage à poids variable. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord, vous avez du fromage à poids variable, vous découpez, vous vendez. Et vous vendez tout, par quart, par huitième et autres. Ça devient de plus en plus rare, ça devient de plus en plus difficile parce que vous avez les grandes surfaces, évidemment, qui demandent du poids fixe. Et c'est le 2e élément. Mais on connaît des sociétés qui ont des réseaux de distribution de plusieurs centaines de magasins à qui nous fournissons des machines et qui nous disent nous, on s'en fiche, on fait du poids variable. Par contre, on veut des poids dans toutes les gammes de nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire du 100 grammes dans la même meule et puis du 1 kg dans la même meule. D'accord? Et tout ça, c'est vendu à poids variable sans perte. Donc, ce cas de figure-là, c'est un cas de figure idéal où on va faire que découper. Par contre, quand on arrive au point 2, c'est-à-dire la vente à poids fixe,
La vente à poids fixe, là, les choses se corsent. Et c'est un peu compliqué. Deuxièmement, il faut connaître les normes légales, qu'ici certains connaissent par cœur, les normes de vente à poids fixe. Qu'est-ce que c'est? Avec le petit E, poids fixe. Et on va regarder ça. Quels sont les paramètres? Alors, je n'ai pas mis tous les paramètres, mais quels sont les paramètres qui nous font réagir et qui sont à examiner chez un client ou sur un cahier des charges qu'on reçoit. Donc, vous avez en vert ce qui concerne la lame, l'effort de coupe. Tout à l'heure, on voyait que pour décailler, j'ai appris le mot aujourd'hui, pour décailler, il fallait 160 pascal. Ben c'est quand même extraordinaire. Rien que d'avoir appris ça, ça vaut le déplacement pour moi. C'est extraordinaire. Et donc, l'effort de coupe, la cadence. Pourquoi? Parce que vous pouvez découper un fromage en 2 heures. Hein, bon, vous aurez un résultat qui sera parfait, mais 2 heures. Alors que si vous commencez à augmenter les watts, la cadence, etc., et ça, c'est le grand truc de nos clients, vous allez voir qu'il y a un décrochage qui se produit. Pourquoi? Parce que quand vous mettez une voiture à fond, ben, vous allez voir que les kilomètres vont vite. Allez en Allemagne, vous verrez, même avec une Porsche, j'ai essayé, c'est très compliqué de dépasser 200 à l'heure. Après, les biais de coupe. Alors, biais de coupe, c'est quoi? C'est quand vous coupez avec un couteau, il faut couper droit. Couper avec un couteau un fromage droit, vous allez voir, c'est très compliqué. Et vous avez la longueur de coupe. Pourquoi? Parce que les lames ont des limites techniques. C'est-à-dire que la vibration qui active la lame se fait plus ou moins bien en fonction de son poids. Ça coule de source. Plus elle est lourde, moins elle vibre. Donc plus elle est grande, moins elle vibre. Et l'après-coupe. L'après-coupe, c'est le grand thème, c'est qu'on démarre de gros fromages, et puis pour que les gens puissent le mettre en bouche, il faut qu'il soit à une portion, à un poids précis. Et donc, ces éléments-là, c'est la lame, c'est notre métier. Et après, on va avoir d'autres critères qui sont aussi importants, mais que je vais vous citer rapidement. Vous avez le positionnement référencé. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une opération, vous devez vérifier que vous coupez là où il faut. Ça a l'air simple, mais c'est compliqué. Parce qu'il faut des capteurs, il faut des caméras, il faut des tas de choses pour savoir qu'on est au bon endroit. Vous avez la transitique, c'est tous les convoyeurs qui sont activés. On fait des lignes qui font 20 mètres de long, pour vous donner une idée. 20 mètres de long avec des gens qui parlent anglais ou hindi, c'est compliqué. Vous avez la rétroaction, le feedback. Ça, c'est hyper important. C'est qu'on met des systèmes de calcul et de contrôle à chaque étape pour que notre client puisse, s'il le souhaite, savoir la productivité qu'il a dans sa ligne. Donc, on va discuter avec lui des endroits où on va mettre les capteurs. Pesage, scan, positionnement, perte, total des trims, des détourages. Voilà. Après, le moulage amont remplissage. Alors ça, ce n'est pas mon métier, mais par contre, ce que je dois vous dire, c'est que ce que je vois comme fromage, quelquefois, on se dit qu'il y a quand même énormément de travail à faire dans le remplissage des moules, la géométrie, la forme des fromages qui sortent et le remplissage. Alors, rapidement, vous pouvez jouer sur la hauteur, mais très peu sur la largeur et la longueur. Et la hauteur, c'est le remplissage. Et si on arrivait à faire un multiple exact du nombre de parts à faire, ça limiterait notre métier, mais aussi le nombre de machines qu'on fait. Après, vous avez le nettoyage. Alors, le nettoyage, bon, tout le monde le comprend, ça glisse. Voilà. Vous avez le carottage, c'est enlever le centre, parce que le centre, souvent nos clients pensent que les lames que nous faisons, ou à l'emballage, vous avez une pointe trop fine qui va être, cassée à l'emballage. Donc, vous avez des process et il faut donc en tenir compte. Et c'est une perte. Par exemple, le carottage, vous enlevez et le client me dit qu'est-ce que je fais de la carotte? Je le mets au râpé, mais est-ce qu'il y a un autre moyen? Bon. Le centrage des fromages, parce que vous avez des formes différentes. Vous avez le principal, ce sont des formats rectangulaires, hein, et des formats, souvent des formats de meule. Et donc, on n'a pas le même traitement entre une meule et un fromage rectangulaire. Qu'est-ce que je vois d'autre? La vision, le rayon X, je vous ai expliqué. Le contexte, la température, l'hygrométrie. La température et l'hygrométrie, la stabilité est importante pour la coupe. C'est-à-dire que quand nous devons vérifier qu'une ligne fonctionne bien, nos techniciens vont vérifier ces paramètres. Et la stabilité de ces paramètres a une influence sur le comportement du fromage et la rapidité de coupe. Coupe unitaire regroupée, format et poids de sortie, entame, talon, détourage. Je
vous expliquer, vous avez des fromages qui valent une fortune et vous en avez d'autres qui en valent beaucoup moins. Donc, on a des clients qui ont, sur le plan marketing, l'obligation d'enlever tout ce qui est croûte ou mauvais aspect. Et donc, nous sommes confrontés à ces éléments-là. Et pour vous donner une idée, ça, il faut le compter, hein. C'est sûr que dans la perte, il faut le minimiser. Donc, ça, c'est notre métier à nous. Et en face, on a des fromages. Alors, qu'est-ce qui nous est présenté? On a l'affinage. L'affinage, c'est un problème pour nous parce que nous voyons comment sont fabriqués les fromages, mais les fromages détournent, c'est-à-dire que dans le temps, ils vont avoir une forme différente. Et nous, ça nous perturbe parce qu'il faut faire des systèmes de vision ou de rayon X qui permettent de voir ce détalonnage pour pouvoir réaliser le maximum et minimiser la perte, parce que le sujet, c'est faire le nombre de parts prévues et traiter les pertes au mieux. Après, vous avez l'élasticité, qui est un peu comme la densité, mais il arrive que quand vous coupez un fromage rond, il se détende. C'est-à-dire que vous coupez un fromage, une meule, vous la coupez au rayon, ben vous avez un Pac-Man. Plaf. Évidemment, c'est amusant, mais nous, alors là, ça ne nous amuse pas du tout. Parce que quand on a un Pac-Man, on se dit, merde, comment on fait pour remettre droit, machin, la référence est perdue, vous voyez, ça y est, c'est fini. On n'est plus dans le poids fixe. On a une perte. Donc ça, on a réussi à le traiter. Alors chaque fabricant de machine a ses astuces, hein. C'est clair, hein. Donc tous, on se connaît. Donc on sait à peu près ce que les gens font et chacun a une réponse pour ce type de choses. Vous avez ensuite la fragilité. Alors je vous montrerai une vidéo tout à l'heure, si j'y arrive. On découpe des fromages du type feta ou du type roquefort. Alors ça, c'est extraordinaire. Ce sont des fromages d'une fragilité et d'un prix généralement super élevé. Et on arrive à le traiter avec des lames spéciales. Composition, collage, matière grasse. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai l'impression que là, ça va être... La détente à la première coupe, je vous en ai parlé. Le bio-organique. Au Canada, on a un client qui a 7 machines à nous. Et tout d'un coup, il est passé à l'organique. Eh bien, ça ne marchait plus. Ça ne fonctionne pas. Les lames ne fonctionnaient plus. Il y avait du feutre, vous voyez, des petites pellicules qui étaient sur les fromages. On a changé toutes les lames et on a modifié chez nous leur fréquence de façon à ce que cette fréquence ne fasse plus ces petites peluches qu'il avait. Et donc maintenant, c'est dans notre catalogue, on sait comment réagir à ce genre de choses. Donc on modifie le couteau. Vegan. Alors vegan, donc figurez-vous que moi je suis tout à fait en arrière de tout ce que j'ai entendu là, qui m'a ravi, parce que on est vraiment en fin de ligne, hein. Et maintenant, on a des gens qui viennent nous demander de découper. Alors, ce n'est pas du fromage, mais de manière anecdotique, j'ai un Suisse qui arrive qui nous dit, voilà, on découpe ça, et il nous montre un fromage, nous, savoyards. Fromage, mauvaise ambiance, personne ne le goûte. Je vois des trucs marrons, c'est du pois chiche avec des trucs dedans. Et voilà. Bon, mais par contre, on a réussi à le découper. Et c'est assez essentiel. Juste pour l'anecdote, le gars, il a créé sa boîte il y a 5 ans. Et il est déjà à plus de 70 personnes. Il vend son truc partout, sauf en France. Il me dit, mais comment vous faites les Français pour ne pas aimer ça? Je dis, écoutez, c'est simple, hein. Vous n'avez qu'à voir. Personne n'y a goûté, hein, donc. Mais il y a des gens qui l'achètent. Bon, alors, ces composés-là, ça ressemble à du plastique. Donc, on a mis la recette plastique pour découper ce fromage qui n'en est pas. Et ça fonctionne. Les étiquettes. Ah oui, alors les étiquettes, c'est un grand roman parce que nos clients vont avoir... Donc, on a des clients qui ne sont pas des fromagers, qui sont des grands groupes. Je ne vais pas les nommer, parce que j'essaierai de ne pas nommer trop mes clients, parce qu'il y en a ici. Mais on a des grands groupes qui sont des négociants en fromage. C'est-à-dire qu'ils vont acheter et revendre. Mais ils ont décidé d'investir en France une unité de fabrication qu'on a faite et qui est en train d'ailleurs d'alimenter toute leur chaîne de distribution. Et donc, ils reçoivent des fromages avec des étiquettes, et alors donc les étiquettes, elles sont collées n'importe comment. Vous les avez sur un fromage rond, vous les avez décalées à droite, vous avez décalé à gauche, vous avez des étiquettes. Et nous, on a fait une machine à poids fixe, j'essaierai de vous montrer la vidéo, où on calcule les isovolumes en tenant compte de l'étiquette pour la centrer. Donc, les marges de manœuvre dans l'isovolume sont limitées à l'espace entre deux étiquettes. Je n'ai pas eu de démission ce jour-là, quand j'ai demandé à mes automaticiens de faire ça, mais c'était limite. Les ouvertures, on en a parlé, la forme des moules, les moisissures, donc c'est les lavages intensifs avec la fleur, la mousse. Quand vous avez un fromage, vous avez une fleur autour et les systèmes de vision voient la fleur. Donc le volume déterminé, c'est la fleur. Or, ce n'est pas vrai, la fleur, elle pèse rien. Donc, on a eu des problèmes.
Et je me souviens, quand tu m'avais envoyé tous les fromages avec la cire, etc., je me suis bien brûlé il y a 10 ans parce qu'on faisait des tests de cire verte, rouge, jaune, et je vous dis, la cire noire, c'est une catastrophe. Ça ne reflète pas les longueurs d'onde, comme vous disiez, madame, tout à l'heure. On a des gros soucis avec. Voilà. Donc, ici, vous voyez comment... Alors, peut-être que je vais... Si ça fonctionne, comment ça fonctionne? Il y a un truc. Ah, voilà. Donc, ici, je vous ai mis, dans ce point-là, l'origine des fromages, ce sont les moules, et il faut avoir la variabilité du poids de vos moules, des fromages extraits des moules. Donc, le remplissage est une variable, ou le tri des fromages, si vous avez les moyens de trier, c'est après d'étalonnage, hein, parce que ça sèche un fromage. Hein, donc. Ici, je suis alimenté. Et ensuite, j'ai deux manières de couper. J'ai des blocs rectangulaires que vous voyez là. Et le petit triangle que vous voyez, c'est quand je scanne ici, à cette étape-là. Alors, quand je scanne un bloc comme ça, il faut se rendre compte que nous avons des caméras qui vont être à 2,50 m de hauteur pour avoir l'amplitude. Ensuite, on va couper en tranches. Ensuite, on va couper en longe. Ici, vous avez encore un scan. On va encore peser. Et donc, vous avez des capteurs. Chaque fois que je dis peser et scan, vous avez un capteur. Donc, vous avez quelque chose qui arrive sur votre ordinateur et qui vous dit ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et ici, vous avez les longes en portions. Et puis ici, vous avez une balance pondérale. Et puis ici, vous avez l'emballage. Et puis après, vous avez le client. Donc, ça vous montre la longueur des lignes qu'on fait à l'étranger. Souvent, parce que le format rectangulaire, il n'y en a pas énormément en France. Par contre, ici en France, on est plutôt ici, ou en Europe, vous avez les fromages ronds. Alors, les fromages ronds, quand vous avez, nous, on a une limite technique à 400 mm de diamètre. Et vous voyez ici que quand on est sur un fromage rond normal, je n'ai pas fait de photo parce que c'est le fromage que vous connaissez tous. Hein, mais ici, quand vous avez des meules qui sont comme celle-là, hein, une meule d'abondance, eh bien, on va les découper en demi-couronnes, on va robotiser, on va prendre chaque demi-couronne, on va la mettre sur des convoyeurs comme ça, et puis ensuite, on va scanner les demi-couronnes, soit au lieu de la coupe, soit avant la coupe, pour ne pas perdre les repères. Hein. Donc, si on coupe au moment de la coupe, on ne perd pas les repères, mais c'est masqué. Si on fait des scans avant, à ce moment-là, on a des repères à toujours mettre en place. Et ici, on découpe. Donc, le taux de perte, c'est le rapport du poids brut minoré du poids net vendu, d'accord, sur le poids brut entré en coupe. Et là, vous avez votre taux qui suit ça. Voilà. Ça, c'est une unité de coupe. Pour vous donner une idée, par jour, une machine, ça peut faire entre 5 et 11 tonnes de découpe. D'accord? Si vous faites ça et que vous rapportez à quelques pourcentages d'économie en fonction du suivi de ces éléments-là, vous avez un retour sur gestion qui est quand même très appréciable. Alors, là, je passe à une partie que je vais aller assez rapidement parce que j'ai demandé à mes gars de me sortir un truc sur les ultrasons. Voilà, donc ils me l'ont donné. L'essentiel est en rouge, c'est que vous avez l'effort de coupe. En gros, vous prenez un système à ultrasons, vous faites vibrer la lame, donc voilà, vous la mettez sur le fromage et vous coupez de l'air. Ça descend comme dans du vide. Vous arrêtez les ultrasons et vous poussez, vous pouvez mettre tout votre poids dessus, vous ne rentrez pas dedans. Voilà. C'est pour vous donner une idée, pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est qu'une lame vibrante. Alors, les ultrasons fonctionnent entre 20 et 35 kHz, et ce sont des ultrasons de puissance qui modifient leur environnement parce que ça vibre vraiment, c'est-à-dire ça vous coupe. Voilà. Après, vous avez des guillotines qui vont activer le mouvement un peu partout. Les deux effets principaux de l'ultrason, c'est augmenter le pouvoir de coupe, j'ai expliqué, au moment où ça vibre sur le fil de lame, et générer un effet anticollage. Alors ça, c'est très important parce que l'effet anticollage vous permet d'augmenter la cadence. Vous allez vite, comme vous allez voir tout à l'heure. Le principe de fonctionnement, alors, vous pourrez le lire dans le compte-rendu, hein, ça fait 20 ans qu'on maîtrise les ultrasons, donc c'est dans le domaine public depuis très longtemps. Vous pourrez regarder, il y a un générateur, il y a un convertisseur et il y a une lame. Tout est dans la lame qui est adaptée au système à ultrasons. Quand on dit ultrasons, c'est de la musique, c'est du son. Et donc vous devez accorder. Et vous devez l'accorder tout le temps, très souvent. Donc, nous accordons pour nos clients depuis 10-20 ans des machines qu'ils ont toujours, parce qu'une fois qu'une machine est installée, on la change quand on est contraint. Et cet accord varie dans le temps. C'est ça que les gens ne savent pas quand ils achètent une machine. Donc, cette variabilité est importante. Donc ici, on m'a fait le dessin classique d'une lame à ultrasons où vous avez l'émetteur en haut
l'émetteur qui est là, hein, voilà, qui va transmettre ici la vibration, et vous avez de l'autre côté un générateur d'impulsion qui va envoyer les vibrations. Les modélisations sont complexes. On a des logiciels qui valent une fortune, je peux vous dire, vraiment une fortune, et qui permettent de modéliser sur éléments finis les segments de vibration de chaque lame. Ce qui veut dire qu'en fait, on va adapter à chaque client une lame un peu spécifique. Alors pour le fromage, on le fait, vous l'avez vu par exemple pour ce qui est organique. Par contre, pour le chocolat, parce que là, je peux vous dire que chez moi, on peut grossir très très vite, puisqu'on a du fromage, du chocolat, de la guimauve, du nougat aussi en ce moment. Donc les gens vont adapter, nous on va adapter, et les échantillons viennent chez nous. Et puis quand on fait une réception, c'est 3 tonnes. Donc je vous laisse imaginer, tout le monde est alimenté en échantillons. Alors, ce que je voulais simplement vous faire voir, c'est que peu de gens savent, une lame à ultrasons, combien ça coûte? Vous me poserez peut-être la question, ça vaut entre 3 000 et 7 000 euros, la lame. En titane avionique, certifié alimentaire, ça coûte une fortune. Donc vous voyez que le couteau coûte tellement cher qu'il faut vraiment faire attention. Et nous avons intégré dans la conception la réparabilité de la lame. On la répare, c'est-à-dire qu'on met un excès de matière, et puis ensuite, quand il y a un outil qui est oublié, on peut voir l'empreinte de l'outil, on va affûter la lame, on arrive à les affûter. Voilà, c'est un point assez important. Donc ça, je vais passer parce que le temps est là. Les points en développement. Alors, qu'est-ce que nous faisons? C'est l'électronique. Et l'électronique, ça envoie des signaux. Et les signaux, vous pouvez les analyser. Souvent, vous verrez qu'on fait de la soudure par ultrason, ce que nous ne faisons pas nous. Mais la soudure par ultrason permet, par exemple, quand vous allez sceller un emballage, vous allez savoir s'il est bien scellé. Et vous allez pouvoir le rejeter s'il est mal scellé, parce qu'on va vous informer que c'est mal fait. Donc nous, c'est à peu près pareil. Simplement, on sait quand ça fonctionne moins bien. Et on met des éléments qui nous permettent de le comprendre. Après, on fait des couplages générateurs puissance consommée pour voir l'efficacité de la coupe et la gestion de la cadence et des pertes. On rajoute un suivi dynamique et on a une amélioration des contacts des différentes pièces. Alors, je vais vous montrer cette fois-ci. Maintenant, je vais essayer de vous montrer une vidéo de coupe d'une machine qui est standard chez nous et qu'on a installée en Inde. Alors. C'est pas ça. Ah, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez, alors je ne peux pas l'arrêter, je pense. Voilà. Donc là, vous avez un bloc. Et ce bloc, il est d'une dimension que nous impose le client. Donc nous, on a, c'est un fromage. Donc une fois qu'on a ça, sur le convoyeur, vous allez avoir le poste 1 de coupe, vous allez voir, et la découpe, voilà, passe sur des détecteurs, sur des capteurs, et on va avoir la coupe de la première grosse tranche. Voilà. Donc vous voyez qu'on vient le maintenir pour le découper droit, comme je vous l'avais dit, et hop, on a fait la tranche. Après, vous la coupez en deux. Vous voyez ce que je veux dire là, ici, de nouveau. Hein, mais ça peut être en 3, ça peut être en 4. On va la poser sur le convoyeur suivant. Et là, vous avez le scan. C'est classique, tout le monde fait ça. Vous avez un laser, vous avez une reconstitution volumique, et là, on connaît le poids de cette longe, on connaît son volume, et les logiciels doivent très très vite calculer où on va placer la lame pour pouvoir avoir des isovolumes et traiter le reste. Ici, vous avez un extrait de l'écran où vous avez la reconstitution volumique. Et puis, vous avez la découpe à ultrasons. Alors ici, c'est la cadence à laquelle on a laissé cette machine pour notre client indien, une cadence lente. Lente qui est un coup par seconde. En gros, ce que vous voyez là, c'est un coup par seconde. Vous voyez, ici, vous avez ces portions qui sont toutes à poids fixe.
Voilà. Et le reste est laissé sur la dernière part. Mais regardez la forme de ce qu'on a à couper quand même. Voilà, ça vous donne une idée. Hein, ça fait peur. Hein, voilà. Et alors, on s'est dit, oui, il faut de la vision là. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on se pose la question, vision ou pas vision? La vision. Donc, les fromages que vous voyez là, vous allez voir après. Voilà, regardez la cadence. Elle est beaucoup plus rapide. Elle est doublée. Ça ne se voit pas bien, mais elle est doublée. Pourquoi? On a donné les clés au client et puis on se connectait sur Internet. On a adapté la vitesse à ce que peut faire la machine. Et donc, on est passé d'une cadence de 60 à une cadence de 120-130 coupes par minute, ce qui est un rendement important puisque ce client a augmenté son chiffre d'affaires, accrochez-vous, c'est 40% par an. C'est gigantesque. Sinon... Voilà. Alors, maintenant, on va passer. Donc ça, ce que vous avez vu là, c'est classique. C'est-à-dire que ça, vous avez tous les fournisseurs qui font des machines font ça. Ces lignes, quand ils ont la capacité, mais enfin, ils les font. Hein, en gros, on voit les machines. Après, c'est une question de prix, c'est une question de dimensionnement. Par contre, là, on a développé des lames qui sont intéressantes et qui sont novatrices. Donc là, ce sont des lames très longues qui font 1 mètre de long et qui vibrent. Donc, on appelle ça VibraCut. Alors, on est assez fiers du nom, parce que VibraCut, ça marche bien pour les anglo-saxons, ça leur fait bien comprendre ce que c'est. Ça vibre et ça coupe, quoi. L'avantage, c'est que c'est un système extrêmement puissant de découpe et qui permet de couper dans tous les axes sans qu'il y ait un émetteur qui vienne gêner la coupe. Comme vous avez vu, il y a un émetteur au-dessus, là, ça gêne tout. Et là, vous allez voir que la coupe est intéressante. Alors, la vidéo que je vais vous montrer cette fois-ci, c'est une vidéo d'une machine aux États-Unis. Et voilà, c'est celui-là. Alors, ça, c'est une réception chez moi, parce que je ne montre pas, je ne sais pas montrer les vidéos clients. Et là, vous avez de la feta. Alors, ce cas est assez intéressant parce que la feta, je ne savais pas combien ça coûtait, mais c'est cher. Alors déjà, ça nous met dans l'ambiance. Après, qu'est-ce qu'on fait avec cette feta? Eh bien, le gars me dit, je vends, je l'ai appris que petit à petit, hein, c'est quand même curieux. Et donc, ces 3 blocs-là, ils vont être vendus entiers, moins ce qu'il y a au-dessus qui n'est pas vendable et qui n'est pas à la bonne taille. Si vous regardez, vous voyez que ici, vous avez là, ça, c'est pas la même hauteur que ça, qui n'est pas la même hauteur que ça. C'est ce qui vous faisait comprendre que je disais qu'il faut remplir vos mots. Enfin, je ne sais pas comment faire, après, ce n'est pas mon métier, mais c'est intéressant de faire tout à la même taille. Moi, ça me simplifierait la vie. Mais d'un autre côté, voilà. Donc, regardez, vous allez voir comment on le traite. Ici voilà, mais bon, je répondrai aux questions après. Regardez, vous allez voir. Vous voyez ici, la lame pivote. Ensuite, elle est dirigée à très bas parce qu'ils font du crumble avec. Donc, ils m'ont demandé de maximiser la coupe. Et là, vous voyez un système qui est original parce qu'il est piloté brushless comme un aileron de sous-marin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un mouvement en fonction des résistances. Sinon, c'est pas droit. Et là, j'ai attrapé, enfin, on a attrapé. Et alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est de la perte. Regardez, ça et ça. Vous le voyez ou pas? Ah oui, et bien comme ça, je vois mieux. Donc ça, tout ça, c'est valorisé à 100%. Voilà. Donc, il le vend même quasiment plus cher, je pense. Donc, après, une fois qu'on a fait notre bloc idéal, vous allez voir, ça se passe très bien. Et avant, ça se passait très mal. Parce qu'on n'avait pas une homogénéité de bloc. Donc, vous allez voir que ça, après, c'est mis sur le tapis pour être évacué directement de l'autre côté. Pour l'anecdote, je vais vous expliquer comment faire venir de la feta des États-Unis, c'est compliqué. C'est par la Suisse. Et comme on est savoyard. Donc, ici, vous avez une coupe. Voilà, vous avez vu ça, ça va partir dans le convoyeur extérieur. La coupe est propre quand même. Et là, vous avez la coupe. Alors, bon, je vous laisse regarder parce que ça parle de tout seul. Hein. Voilà, vous entendez les ultrasons? Voilà. Les micros enregistrent magnifiquement les ultrasons. Nous, moins. Plus on est âgé, moins on entend. Donc, regardez la coupe ici. Voilà. Vous avez ces moteurs. Vous avez ici l'amplificateur. Vous avez ici notre système VibraCut là. Et puis, on va couper. Alors là, on était sur la validation machine à la FAT.
on est à 60-70% de la vitesse. Hein. Après, on augmente. Hein. Mais je ne veux pas augmenter chez moi parce que déjà, chaque barre, ça lui a coûté je ne sais pas combien de l'envoyer. Donc, on coupe comme ça, par des allers-retours, la feta. Voilà, à chaque fois, on descend. Là, on est à 35 kHz. C'est une vibration extrêmement rapide. Et comment ils font aujourd'hui? Ils découpent avec des fils, et les fils, ça ne va pas du tout. Voilà. Ça casse. Ils ont des pertes monstrueuses. Alors que là, même si la feta est cassée, ça la laisse droite. Voilà. Donc là, on arrive à la fin. Vous allez voir la rotation. Donc vous avez la réception en direct. J'étais à ce moment-là, j'avais le cœur à 120. Voilà. Je me disais, mais est-ce que ça va marcher? C'est très compliqué quand vous avez 3 fromages à tester. Vous voyez, c'est très compliqué. Vous voyez, là, vous avez la lame qui va pivoter. Vous avez des rouleaux plaqueurs qui viennent et vous avez la coupe des barrettes. Et ça, ils le vendent. Ce sont des blocs de feta qu'ils vendent. Donc, on l'extrait. Donc, souvent, on coupe les vidéos. Hein. Donc, comme vous êtes du métier, je voulais vous montrer la totalité de la découpe. Ici, c'est une guillotine classique, sauf que cette longueur-là, elle est un peu compliquée à faire parce qu'elle est trop haute, hein, en généralité, pour les lames normales. Et puis ensuite, vous allez voir, dans l'autre sens, le cubage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que les cubes, on va passer sur un deuxième poste de coupe. Tout ça, ça va partir, ça va être poussé par là, et on va couper dans ce sens-là avec une autre lame. Et vous allez avoir des blocs coupés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent intacts, donc on a refait la sortie parce qu'on n'avait pas bien compris. Et une fois qu'on a sorti ces blocs, vous voyez comment ça sort? Là, vous avez un autre système, le même, ici, qui va découper le fromage. Alors, vous allez voir, ça tombe, vous voyez, tout ça, c'est fini, parce que maintenant, on fera des rives, mais je voulais vous montrer ce que c'est qu'un peu de la R&D aussi. Et regardez les cubes, ici. Voilà. Ça fait ça. Et tout ça, ça va être emballé dans des poches, vendues à leur réseau de revendeurs. Donc, alors, la maîtrise des paramètres. Donc, vous avez maîtrise des paramètres, c'est tous ces designs de lames compliqués, parce qu'il faut proposer des solutions. Et les travaux de R&D, tout ça, c'est la réduction des pertes. Alors, les pertes, qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez vu, c'est du crumble, mais c'est aussi de la refonte, c'est-à-dire qu'on prend et puis on refond ou on remet. Je ne suis pas un expert en fait, je demande simplement ce qu'ils font, mais je ne sais pas comment ils le font. On n'a pas vraiment le temps. Et on a vendu à poids variable, parce que vous avez souvent des boutiques chez les fromagers où vous avez une boutique qui va vendre toutes les parts qui sont étiquetées à poids variable. Toute bête. Voilà. Après, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on met des automates surdimensionnés pour gérer ces informations. C'est l'IHM, c'est l'interface homme-machine. Ça, c'est tout un poème. Parce que comment fait-on? Je me poserai peut-être la question, mais on l'a fait. Alors là, je vous ai fait une découpe avant de venir avec une machine, parce qu'on a un showroom chez nous, parce que les gens viennent nous voir. Enfin, on n'est pas dans des salons. C'est très compliqué dans un salon de montrer comment ça fonctionne. Donc, on a un showroom. Et là, je voulais vous montrer comment ça fonctionnait. Donc là, vous avez une découpe d'un cylindre, d'accord, qui n'est pas d'une très belle forme. Hein, et vous avez ici le résultat, d'accord, avec les poids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez ça dans une machine, vous allez avoir 25 parts de 200 grammes et un surpoids de 134 grammes théorique. C'est tout simplement le poids global divisé par le poids objectif moins le poids total. Et vous avez ça. Et qu'est-ce qu'on a fait avec une machine où il n'y a pas de vision, il n'y a rien, c'est juste un capteur, un très bon capteur, d'accord, un très bon capteur. Eh bien, on arrive à 25 parts vendables dans la norme WMEC et vous avez 174 grammes extraits. Vous allez me dire comment ça se fait? Tout simplement parce qu'on a 4,5% de tolérance d'écart. La moyenne doit être bonne. Ah, manque de chance, elle n'est pas bonne. Elle est à 198. Je voulais vous montrer, quoi. Bon, il faut la gérer. Ça veut dire que là, vous ne pouvez pas vendre ce lot. Si c'était ça un lot, on ne peut pas le vendre parce qu'il n'est pas à 200 grammes, vous voyez, il est à 2 grammes en dessous.
Donc, on a une extraction de reste de 174 grammes, mais on pourrait, en mettant une part un tout petit peu plus lourde et arriver à 200 grammes de moyenne, vous les vendez. Donc, sur une machine simple, avec une lame entre guillemets étudiée, on arrive à des résultats assez bons. Il n'y a pas besoin d'une vision sophistiquée. Voilà. C'est quelque chose qui doit être testé en fonction de la qualité, de la forme de vos fromages au début. C'est-à-dire que si nous savons que vous faites des fromages qui sont dans des formes, dans ma tolérance, si vous voulez, eh bien, on s'évite d'avoir à gérer des caméras. Et croyez-moi, gérer des caméras, c'est horriblement cher, c'est compliqué, il faut beaucoup de gens autour, et quelquefois, ça tombe en panne, malheureusement. Après, je vous ai fait une découpe de fromage rond. Et 2 fromages sur cette même petite machine, c'est une petite machine, hein, le bureau. Hein. Donc, ici, vous avez un fromage qui pèse 1,8 kg, c'est un Chimay. Et puis là, vous en avez un plus gros, je ne sais pas ce que c'est, et qui pèse 6,4 kg. Qu'est-ce qu'on a? Ben, cette fois-ci, on a aussi, théoriquement, un surpoids de 49 grammes d'un côté, ici 168 grammes, et on a réparti cette perte. Parce qu'en général, une petite tranchette d'un poids ridicule, on ne sait pas quoi en faire. Donc vous allez augmenter le poids de votre lot. Et ici, vous voyez le résultat, toujours avec une petite machine comme celle-là, un centrage manuel, donc qui n'est pas mécanique, et vous allez avoir des résultats où tout est en TU1, c'est-à-dire dans la norme acceptée, avec une moyenne de poids qui est bonne. Voilà. Donc gérer le surpoids, ça va être, je pèse, je détecte dans quelle zone je suis de surpoids, je l'offre au client, si, par exemple, mon surpoids est inférieur à 50 grammes. Si c'est supérieur à 50 grammes, je la colle à la dernière tranche, je la récupère et je la vends dans mon magasin. Ou alors, je l'extrais et je fais quelque chose, du râpé, par exemple. Oui, il est... Ah oui, d'accord. Bon, alors, il me reste peu de temps. Donc, la capacité, je voulais donner ce moment-là, parce qu'il est hyper sympa, parce que ici, la capacité, vous verrez, c'est un cahier des charges, c'est un résultat par rapport à ce que peut faire la machine. Si vous suivez la capacité dans vos usines de manière continue, eh bien, le retour sur investissement sera important et il pourra être mesuré. Alors, les limites, j'arrive à la fin. Est-ce que les pertes générées sont imputables à la seule machine de coupe? Ben non, ce n'est pas la machine de coupe qui génère les pertes, c'est le fromage de manière intrinsèque qui comporte une perte théorique qu'il s'agit de gérer. Ensuite, les pertes peuvent être prévues et traitées. Oui, on peut prévoir et traiter quand on est dans une démarche collaborative pour justement gérer ces pertes, les évaluer. Moralité, à chaque fois que vous perdez du fromage, il faut savoir combien vous perdez. Donc, à chaque fois, vous mesurez tout ce qui est détourage, on le pèse et de manière continue. Et ça vaut la peine d'investir là-dedans. Comment gérer ces pertes? Alors, nous avons une démarche de partenariat qui permet d'avoir contractuellement un résultat à manager et sans rapport de force, qui est très compliqué, parce qu'en général, les enjeux sont tellement importants qu'on a des complexités qui sont difficiles à expliquer et à gérer. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Une perte est toujours annoncée en surpoids par le pesage, et donc vous pouvez savoir quand vous mettez un compteur. Le compteur, c'est simple, vous avez une balance en entrée, vous avez une pondérale en sortie, vous divisez l'un par l'autre et vous avez votre taux de perte. Donc quand vous êtes à 95%, il faut monter à 97, 98, et vous pouvez monter par dixième supplémentaire. Ça fait des centaines de milliers d'euros. Hein. Quand vous voyez qu'une machine peut couper 2000 à 2000 tonnes par an, c'est assez significatif. Voilà, donc là, moi, j'avais mis des questions en préparant, si vous avez des questions, mais j'écoute vos questions, j'ai fini sur réduire les pertes, les indicateurs et les points qu'il faut regarder pour diminuer. Alors, tu m'as dit drastiquement, mais disons, pour les gérer et ensuite savoir comment les réduire. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous voulez que je réponde aux questions que je me suis posées. Hein. Peut-on extraire le surpoids d'une moule ronde? Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Le scan est nécessaire? Non. Non. Il faut prouver que le scan est nécessaire. Voilà. C'est très compliqué, ça coûte 100 000 euros, c'est cher. Alors, dans les fromages, on met un RX, du rayon X. Mettez
Voilà, rayon X, et vous scannez, c'est un scan, mais de type particulier. Après, quels critères le surpoids est traité? Eh bien, le plus souvent, c'est le râpé. Le râpé, le réemploi ou des parts variables qui sont sélectionnées. Et nous avons un traitement particulier qui est, pour bien vous faire voir, vous avez un poids cible de 1 kg. Eh bien, vous pouvez faire un surpoids qui va être traité de 4 parts de 200 grammes. On est d'accord? Mais ces 4 parts de 200 grammes, les trieuses pondérales vont les mettre de côté parce que nous les faisons. On les met au chaud, hein, le client va les garder, et puis ensuite il va les vendre à poids fixe en 200 grammes parce qu'on avait un surpoids de 800. D'accord? C'est enfantin, par contre, il faut le prévoir à l'avance. Rendement différentiel, eh ben, avec Scan, on arrive à 2% de giveaway, c'est-à-dire de perte, en gros. Si on n'a pas de Scan, on est entre 5 et 10. Ça dépend de la forme de vos fromages. Quelles sont les données qui sont utiles? Eh bien, il faut peser, scanner, avoir un retour en permanence du ratio à surveiller sur vos tableaux de bord. Et dès que ce tableau de bord varie, eh bien, regardez ce qui se passe techniquement pour pouvoir résoudre une mise en référence. On a un client qui avait un système de mesure avec une roulette qui devait mesurer l'avancée de ses produits dans un process d'extrusion compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du plastique autour de la roulette. Il a modifié le diamètre et il perdait. Et on ne savait pas. Et on a fini par trouver qu'il avait jugé bon de mettre un caoutchouc autour de la roulette. Il fallait comprendre pourquoi. Toujours est-il que là, on a résolu ce problème par compréhension que les références n'étaient pas bonnes. Et puis, est-ce qu'un robot est un avantage pour la coupe? Oui et non, c'est assez compliqué. L'histoire des robots, on parlera peut-être un autre jour. Voilà, merci. Moi, j'avais juste, si vous vendez que les systèmes de coupe ou également les systèmes de pesage associés? On fait tout. Dans notre usine, on fait les lames à ultrasons principalement et toutes les machines autour, le pesage, sauf les balances pondérales. Les systèmes d'information Oui. retour pour les lames de découpe, etc. Oui, on fait tout. On fait tout chez Moi, nous. je voulais juste avoir un petit témoignage, donner un petit témoignage aussi. Hein, c'est que, nous, en tout cas, on est beaucoup dans les mentales et le comté. Oui. On arrive à des giveaways tellement faibles que, il faut vraiment faire attention au tard. C'est-à-dire qu'on arrive à des giveaways largement inférieurs à 1%, très inférieurs. Sur 400 grammes, on est largement en dessous d'1 gramme. Et ce qui fait qu'il y a vraiment intérêt, je le dis pour mes collègues industriels, parce qu'on a eu un contrôle des fraudes un jour, il s'est trouvé qu'on s'était gouré dans la tare, mais heureusement dans le sens favorable. Ah oui. Mais si vous vous trompez, vous êtes un giveaway de 0,5 g pour 400 grammes et que vous vous trompez dans les tares, vous pouvez avoir 100% de vos lots qui ne sont pas conformes, en croyant bien faire. Donc, on arrive à des seuils extrêmement fins, quoi. Oui, et puis ce que vous avez comme résultat, c'est avec un feedback, c'est-à-dire que vous avez des informations qui vont vous dire attention, on est loin de la moyenne du lot, donc tu me fais des parts plus importantes en poids, et vous rattrapez votre lot, on est d'accord. Donc là, vous avez une gestion vis-à-vis des fraudes et qui sont vraiment dures en ce qui concerne le poids moyen et dans le tunnel que vous décidez, vous avez la capacité de programmer la machine pour réagir. Juste dire, si vous avez 0,5 g sur 400 grammes, c'est peu. C'est très très peu. Ouais. Et vous vous trompez d'1 gramme dans le poids de la tare, mais dans le sens qui vous est favorable, entre guillemets, vous pouvez très bien faire 100% de l'eau non conforme. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Tout à fait, je confirme. C'est sûr. C'est un outil. Après, on programme comme on veut. Autre question? Sans vouloir. Non, c'est diamant très riche. On va passer au suivant.